Partie 1. Votre réfrigérateur n'a pas inventé la conservation des aliments. Il l'a simplement mécanisé. Bien avant les compresseurs et les rayons surgelés, les foyers gardaient les aliments frais avec du sel, de la fumée, du sucre, du vinaigre, du miel, de la graisse, de la terre froide et la fermentation. Ce n'étaient en pas des astuces populaires aléatoires. C'étaient des systèmes, et beaucoup d'entre eux fonctionnaient étonnamment bien. Certains sont encore brillants aujourd'hui. D'autres doivent plutôt être considérés comme des leçons d'histoire, à moins de suivre les directives modernes et éprouvées en matière de sécurité alimentaire. Mais ensemble, ils prouvent tous la même chose. Les gens n'ont pas survécu avant la réfrigération par chance. Ils ont survécu parce qu'ils comprenaient la détérioration des aliments bien mieux qu'on ne le pense. L'une de ces méthodes n'utilisait rien d'autre que de l'eau courante froide. Une autre transformait les fruits en une pâte de longue conservation. Une autre encore protégeait des récoltes d'hiver entières sous terre pendant des mois. Entrons dans le vif du sujet. Celle-ci semble fausse la première fois qu'on l'entend. Et honnêtement, elle semble fausse la deuxième fois aussi. Mais les gens avaient vraiment l'habitude de prendre des œufs frais et non lavés, de les plonger dans une solution minérale de silicate de sodium ou de chaux éteinte, et de conserver les œufs d'été jusqu'à la fin de l'hiver. C'est dire à quel point les pénuries alimentaires saisonnières étaient graves. Si les poules ralentissaient leur ponte en décembre, soit vous aviez prévu le coup, soit vous vous en passiez. Voici comment cela fonctionne réellement. La solution scelle les pores de la coquille de l'œuf, ralentissant le dégagement gazeux naturel et la perte d'humidité qui font que les œufs se gâtent. Fait correctement, avec des œufs vraiment frais et non lavés, et je veux dire frais du jour même, pas frais du supermarché, les œufs conservés dans cette solution peuvent durer jusqu'à 1 an et demi dans un endroit frais. Ce n'est pas un mythe, 1 an et demi. Pour ce faire, mélangez 1 once, environ 28 grammes, de chaux éteinte par quart de gallon, environ 1 litre, d'eau froide. Remuez jusqu'à dissolution complète, puis placez vos œufs, la pointe vers le bas, dans un pot en grès ou un bocal en verre propre et de qualité alimentaire. Versez la solution dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement submergé d'au moins 1 pouce, 2,5 cm. Scellez le récipient et gardez-le dans l'endroit le plus frais que vous ayez. Un sous-sol, une chambre froide, n'importe quel endroit constamment en dessous de 55 degrés F, 13 degrés C, est idéal. Vérifiez périodiquement que les œufs restent entièrement recouverts. Lorsque vous êtes prêt à en utiliser un, rincez-le bien. Ils ne seront pas parfaits pour être frits au plat ensuite, mais pour la pâtisserie, les œufs brouillés ou la cuisine, ils se tiennent remarquablement bien. Maintenant, une mise en garde honnête. Les services de vulgarisation modernes ne recommandent pas activement cela comme une méthode domestique infaillible, car les œufs du commerce ont été lavés et la cuticule protectrice a disparu, ce qui change tout. N'utilisez que des œufs frais de la ferme, non lavés, provenant d'une source en laquelle vous avez confiance, et comprenez bien ce que vous faites avant de vous lancer. Mais historiquement, ce n'était pas une astuce marginale. C'était ainsi que les familles mangeaient des œufs en janvier. L'aspic est devenu un sujet de plaisanterie dans les années 1970, et je le comprends. Une gelée translucide tremblotant sur un plat avec une côtelette de porc suspendue à l'intérieur n'est pas exactement ce qu'il y a de plus appétissant. Mais avant d'être une blague rétro, c'était véritablement pratique. On préparait un bouillon riche à partir d'os, de peau, de pâtes et d'articulations. Les parties dont personne ne voulait. On le laissait mijoter assez longtemps pour qu'il prenne fermement une fois refroidi. On le filtrait pour le rendre clair. Puis on le versait sur de la viande cuite afin qu'il refroidisse en formant un seau protecteur. Cela faisait d'une pierre 2 coups. Cela bloquait le contact avec l'air et transformait les restes et les tissus conjonctifs en une partie du système de conservation lui-même. Pour ce faire, faites mijoter des morceaux riches en collagène, comme des pieds de porc, des pattes de poulet et des jarrets de bœuf avec des aromates pendant 4 à 6 heures. Vous voulez que le bouillon gélifie fermement lorsque vous en déposez un peu sur une assiette froide. Filtrez-le, versez-le sur la viande cuite tassée dans un récipient et réfrigérez jusqu'à ce qu'il soit complètement figé. Un bon seau en aspic vous fera gagner plusieurs jours supplémentaires dans une chambre froide par rapport à une viande laissée à l'air libre. C'est une méthode de stockage au froid, pas pour le garde-manger, mais cela montre comment les anciennes cuisines utilisaient chaque morceau de l'animal jusqu'au collagène
pour faire durer la nourriture plus longtemps. Le sel est l'une des plus grandes technologies de conservation de l'histoire humaine. Et honnêtement, il l'est toujours. Il extrait l'eau des aliments, réduit l'activité de l'eau et rend la vie considérablement plus difficile aux organismes responsables de la détérioration. C'est pourquoi la viande salée, la morue salée, les jambons crus et le poisson séché ont nourri des familles, des navires, des armées et des civilisations entières bien avant que quiconque n'ait un appareil à brancher. Mon voisin Gilles prépare ses propres magrets de canard salé chaque automne depuis des années. La méthode de base consiste à frotter abondamment la viande ou le poisson avec un mélange de salaison composé de gros sel non iodé, avec éventuellement du sucre et des épices. Un bon ratio de départ est d'environ 3% de sel par rapport au poids de la viande, soit 30 grammes de sel par kilogramme. Ensuite, emballez-le fermement et gardez-le au froid pendant que le sel pénètre dans la chair. De fins filets de poisson peuvent être prêts en 24 à 48 heures. Une grosse cuisse de porc peut nécessiter 2 à 4 semaines. Après la salaison, rincez, séchez et, en option, suspendez-le dans un espace frais et ventilé. Bien préparée, la viande salée peut se conserver des semaines, voire des mois, selon la teneur en sel et les conditions de stockage. Et ce pourquoi les gens paient aujourd'hui le prix fort au comptoir de charcuterie, a commencé comme un moyen d'empêcher les protéines de se gâter avant la fin de l'hiver. Celle-ci semble trop simple pour avoir de l'importance. Vous arrachez le chou en gardant les racines et vous le stockez intact au lieu de le couper immédiatement. C'est toute l'astuce. Et cela fonctionne parce que chaque surface coupée laisse échapper de l'humidité et ouvre la porte à la pourriture. Laissez le chou entier et vous le gardez en vie, ou du moins beaucoup plus proche de la vie, aussi longtemps que possible. Les anciens cultivateurs les suspendaient à l'envers dans une chambre froide, les nichaient dans du sable humide ou les plaçaient dans des caisses avec la motte de racines intacte. La méthode est simple. Ne récoltez que des têtes saines et sans défaut. Laissez les feuilles extérieures, gardez ces racines attachées et stockez-les au froid et à l'humidité autour de 32 à 40 degrés F et 0 à 4 degrés C avec une humidité supérieure à 90% si vous y parvenez. Une bonne installation de stockage au froid peut conserver le chou en bon état pendant 3 à 5 mois. Ce n'est pas glamour, c'est juste d'une utilité fiable. Le marinage est l'un des exemples les plus clairs de conservation par prise de contrôle de l'environnement. Vous prenez un aliment qui se gâterait autrement et vous le plongez dans un monde acide où les mauvais microbes ne peuvent pas survivre. Changez le pH et vous changez qui a le droit d'y vivre. C'est une méthode que ma femme Marie et moi utilisons réellement chaque été. Nous achetons de l'ail en vrac à des agriculteurs locaux du Québec à la fin de la saison. Nous parlons de gros sacs en filet, nous épluchons chaque gousse et les mettons dans des bocaux avec du vinaigre de cidre de pomme à 5%. Nous préparons quelques bocaux différents. Un avec du thym frais et une feuille de laurier, un avec du piment de Cayenne séché et du poivre noir, un avec de la coriandre et du zeste de citron vert. Après environ 2 semaines au réfrigérateur, l'ail commence à s'adoucir et à s'imprégner des saveurs. Et à la 4e semaine, c'est quelque chose de complètement différent de l'ail cru. Plus doux, plus acidulé, presque sucré. Nous le consommons à une vitesse embarrassante. Comment faire? Stérilisez un bocal en verre, remplissez-le de gousses d'ail épluchées ou de n'importe quel légume que vous marinez, ajoutez vos herbes et épices, puis versez du vinaigre avec au moins 5% d'acidité jusqu'à ce que tout soit complètement submergé. Scellez le bocal et réfrigérez. La saveur commence à changer en 1 semaine et s'intensifie considérablement au cours des semaines suivantes. Important pour les cuisines modernes, l'ail et le vinaigre doivent être conservés au réfrigérateur et non sur une étagère du garde-manger à température ambiante. Les directives actuelles en matière de sécurité alimentaire sont très claires à ce sujet. Cela se conservera facilement au réfrigérateur pendant plusieurs mois. Celle-ci semble primitive jusqu'à ce que l'on en comprenne la logique. Et alors elle paraît brillante. Les céréales sèches survivent en restant sèches et à l'abri des insectes. Dans les systèmes de stockage traditionnels, des cendres de bois propres étaient mélangées directement aux céréales ou disposées en couches autour des récipients pour former une barrière sèche et alcaline contre les nuisibles. La cendre ne nourrissait pas le grain. Elle le défendait et cela fonctionnait.
La méthode est merveilleusement peu coûteuse. Tout d'abord, séchez soigneusement vos céréales ou vos haricots, car la moindre humidité gâcherait tout. Ensuite, utilisez des cendres propres et finement tamisées, et non des cendres contenant des morceaux de charbon de bois ou des débris. Mélangez-les légèrement aux céréales ou tassez-les autour de l'extérieur d'un récipient de stockage. Les recherches de la FAO sur le stockage traditionnel des céréales confirment que la cendre et le sable sec sont des protecteurs efficaces à petite échelle. Ce n'est pas une méthode pour les aliments humides, mais pour les denrées sèches. Elle transforme la cheminée en un moyen de lutte contre les nuisibles. C'est la frugalité de l'ancien monde dans ce qu'elle a de plus ingénieux. Le séchage est une méthode ancienne, car il résout très directement le plus grand problème de détérioration. Retirez suffisamment d'humidité et la décomposition ralentit considérablement. Les fruits deviennent plus petits, plus sucrés et plus concentrés. Les herbes perdent de leur volume mais conservent leur parfum si elles sont séchées doucement. La viande devient une protéine portable qui se rit des longs voyages. Mon amie Sylvie prépare des rondelles de pommes séchées chaque mois d'octobre et les distribue à Noël comme si c'était des bonbons. Car c'est fondamentalement ce qu'elles sont. Elle les coupe en tranches fines, les saupoudre de cannelle et les passe à four doux toute la nuit. Chaque année, les gens lui demandent ce que c'est, car elles n'ont rien à voir avec les pommes séchées coriaces que l'on trouve en sachet au supermarché. La méthode rapide, couper les aliments de manière uniforme. Les tranches plus fines sèchent plus vite et plus uniformément. Puis séchez-les entre 130 et 145 degrés Melbourne dans un déshydrateur ou un four à basse température, ou suspendez les herbes dans un endroit chaud et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Les fruits sont prêts lorsqu'ils sont souples mais pas cassants. La viande séchée doit être sèche à cœur, sans aucune zone molle. Les herbes sont prêtes lorsqu'elles s'effritent facilement. Conservez le tout dans des récipients hermétiques, au frais et à l'abri de la lumière. Les herbes séchées se conservent d'environ 1 an. Les fruits secs se conservent de 4 mois à 1 an selon la température de stockage. Le séchage n'est pas seulement une méthode de conservation, c'est une compression du stockage. Vous réduisez le volume d'une récolte sans en réduire la valeur. Les pommes et les poires ne se contentent pas de pourrir. Elles se meurtrissent, transpirent, respirent, dégagent de l'éthylène et ruinent discrètement leurs voisines lorsqu'elles sont stockées négligemment. Les anciens systèmes de stockage l'avaient bien compris. C'est pourquoi les vendeurs de pommes sérieux séparaient chaque fruit, le protégèrent des chocs et l'emballaient dans une matière sèche pour absorber l'humidité et ralentir la propagation si un fruit commençait à s'abîmer. La méthode est simple, mais elle exige une bonne matière première. Seuls les fruits parfaits sont destinés à une longue conservation. Pas de meurtrissures, pas de dégâts causés par les insectes, pas de fissures, pas de taches. Enveloppez chaque fruit dans du papier ou emballez-les individuellement dans du son sec, de la sciure ou de la paille afin qu'ils ne se touchent pas. Conservez-les au frais et dans l'obscurité, idéalement en dessous de 40 degrés Kelvin. Dans de bonnes conditions, les pommes peuvent se conserver de 4 à 6 mois. Dès que la température grimpe, cette fenêtre se réduit rapidement. Il s'agit essentiellement d'une gestion post-récolte à l'ancienne, sous la forme d'un tas de fruits dans une caisse. Avec les confitures, les sirops et les beurres de fruits, le sucre n'est pas devenu un élément central de la conservation parce que les gens aimaient les sucreries. Il est devenu parce que le sucre concentré lie l'eau et rend la vie microbienne beaucoup plus difficile. C'est pourquoi les anciens celliers s'appuyaient si fortement sur les confitures, les gelées, les sirops de fruits, les conserves et les beurres de fruits. Le sucre n'était pas un dessert, c'était une infrastructure. Ma belle-mère, Denise, prépare du beurre de pomme chaque automne depuis aussi longtemps que la famille s'en souvienne. Elle commence avec un boisseau de pommes Cortland, les fait réduire pendant des heures avec du cidre et des épices jusqu'à ce que toute la maison sente comme un endroit où l'on a envie de vivre. Puis elle les met en bocal au bain-marie. Un pot de cette préparation en février a, d'une certaine manière, le goût du mois de septembre. La méthode de base, faites cuire les fruits avec suffisamment de sucre, généralement une part de sucre pour une part de fruits en pois, pour la confiture, bien que les recettes éprouvées varient, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point de gélification d'environ 220 degrés au niveau de la mer. Pour une conservation à température ambiante, traitez les bocaux remplis dans un bain d'eau bouillante, selon une recette éprouvée, avec un temps adapté à votre altitude.
Une confiture ou une gelée correctement préparée se conserve de 1 à 2 ans à température ambiante, bien que la qualité soit optimale la première année. Le sucre a transformé une surabondance saisonnière en un atout pour le garde-manger et a prolongé l'été jusqu'en hiver, cuillerée par cuillerée. Celle-ci est fascinante car elle montre à la fois le génie et le danger des anciennes méthodes de conservation. Historiquement, l'huile était absolument utilisée comme couche barrière. Elle empêche l'oxygène d'atteindre la surface, réduit le dessèchement et aide à transporter et à protéger les saveurs. C'est pourquoi on la retrouve dans les anciennes traditions de garde-manger à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, recouvrant tout, des légumes cuits au fromage affiné en passant par les herbes séchées. Mais c'est ici que cette méthode nécessite une mise en garde très lucide. Les directives modernes en matière de sécurité alimentaire sont explicites. Les aliments peu acides et humides conservés dans l'huile peuvent créer exactement les conditions pauvres en oxygène qui permettent au botulisme de se développer. L'ail dans l'huile conservée à température ambiante en est l'exemple classique. Il a l'air inoffensif, il sent bon, et il peut tout de même vous rendre très malade. Ainsi, l'huile en tant qu'outil de conservation a sa place dans ce texte, en tant que véritable méthode historique, mais seulement avec un contexte honnête. Elle était utilisée sur les bons aliments, généralement en combinaison avec du sel, de l'acide ou un stockage au froid. Elle n'a jamais été un tour de magie à elle seule, et elle ne devrait pas être traitée comme telle aujourd'hui. Partie 2. Quand les gens disent « j'adore le fumé aujourd'hui », ils parlent généralement de la saveur. Historiquement, la fumée n'était pas seulement une question de goût. Elle faisait partie d'un véritable système de conservation. Le vrai fumage de conservation était presque toujours lié au salage et au séchage. Quelques heures de fumage n'ont jamais été le but. L'ancienne méthode, saler d'abord la viande ou le poisson en utilisant une salaison à sec ou une saumure, puis laisser la surface sécher jusqu'à ce qu'elle forme une pellicule collante, cette couche extérieure à laquelle la fumée se lie réellement, puis l'exposer à une fumée froide et constante au fil du temps dans un environnement contrôlé, en maintenant la température en dessous de 90 degrés pour le fumage à froid. Un bon bois de fumage, comme le carrier, le pommier ou le cerisier, apporte des composés conservateurs. Le séchage réduit encore l'humidité et le sel fait le plus gros du travail en profondeur. Ensemble, cette combinaison peut transformer des protéines fraîches en quelque chose qui se conserve des semaines dans un endroit frais plutôt que des jours. Les fumoirs n'étaient pas des éléments d'ambiance, c'était de la technologie. C'est ce qui arrive quand la conservation devient ingénieuse et cesse d'essayer de garder aux fruits leur apparence de fruits. Vous les écrasez, les étalez finement, les séchez jusqu'à ce qu'ils se transforment en quelque chose de plus dense, de plus résistant, de plus concentré et de beaucoup plus facile à stocker. C'est de la conservation par reconception. La méthode, réduire en purée des fruits mûrs. Les fruits très mûrs sont en fait idéaux ici, plus sucrés et plus tendres. Étalez-les en une couche fine et uniforme d'environ 1/8 de pouce d'épaisseur sur une plaque recouverte de papier cuisson et séchez-les à environ 135 degrés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus collants, se décollent proprement du support et gardent leur forme lorsqu'ils sont pliés. À température ambiante, un rouleau bien emballé se conserve environ 1 mois. Au congélateur, un cuir de fruits correctement emballé se conserve bien jusqu'à 1 an. Ce n'est pas seulement de l'anti-gaspillage. C'est un fruit repensé pour être transportable et durable. C'est ici que l'ancienne méthode de conservation entre en collision avec la microbiologie moderne et la science a suffisamment d'importance pour que l'ignorer ne soit pas une option. Les aliments peu acides sont ceux qui trompent pour les gens. Les haricots verts, le maïs, la viande, le bouillon, la soupe, tous semblent inoffensifs. Mais une fois scellés dans un bocal sans air, le profil de risque de détérioration change complètement. La mise en conserve à l'eau bouillante n'atteint que 212 degrés au niveau de la mer. Les aliments peu acides ont besoin de 240 à 250 degrés pour détruire les spores du botulisme. Seul un autoclave permet d'y parvenir. Les étapes non négociables. N'utilisez que des recettes testées et publiées avec des temps de traitement vérifiés. Remplissez vos bocaux en laissant l'espace de tête correct. Purgez complètement l'autoclave avant de verrouiller le couvercle.
Traitez à la pression et au temps qui correspondent à votre aliment spécifique et à votre altitude. Les exigences de pression augmentent à des altitudes plus élevées. Une fois le temps écoulé, laissez l'autoclave se dépressuriser naturellement. Une journée entière de mise en conserve peut déplacer toute une récolte de jardin ou une grande quantité de soupe maison du plan de travail vers une étagère pour 1 à 2 ans. Ce n'est pas une vieille compétence pittoresque, c'est une logique industrielle introduite dans la cuisine familiale. Avant que le confit ne devienne un terme de restauration, c'était une stratégie hivernale. Salez la viande, faites-la cuire lentement submergée dans sa propre graisse, tassez-la sous cette même graisse pendant qu'elle refroidit, et soudain, vous obtenez quelque chose de considérablement plus stable qu'un rôti frais posé sur une assiette. Le processus de base, saler la viande, à environ 2% de son poids, avec éventuellement du thym, du laurier et du poivre noir pendant 24 heures. Ensuite, faites-la cuire très lentement, entièrement submergée dans de la graisse de canard fondu, du saindoux ou une autre graisse animale à environ 180 à 200 degrés pendant 2 à 3 heures jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Tassez fermement la viande cuite dans un pot en grès ou un bocal propre et versez la graisse filtrée par-dessus jusqu'à ce que le tout soit recouvert d'au moins 1 pouce. Historiquement, cela prolongeait considérablement la durée de vie de la viande dans une cave froide. Pour les cuisines modernes, traitez cela comme une méthode de réfrigération, mais sachez que, conservé au froid et hermétiquement scellé sous la graisse, il se maintient à merveille pendant plusieurs semaines, et sa saveur s'améliore même avec le temps. La graisse n'était pas seulement un carburant. Dans la bonne cuisine, c'était un emballage qui rendait le dîner meilleur. C'est l'une des grandes alchimies de la cuisine. Vous prenez un légume cru, ajoutez du sel, le maintenez submergé et laissez les bons microbes prendre le dessus avant que les mauvais ne puissent le faire. C'est ainsi que le chou devient de la choucroute, que les concombres deviennent de vrais cornichons fermentés et que les peuples de toutes les cultures ont compris que la décomposition contrôlée n'est pas du tout une décomposition. C'est une transformation. C'est l'autre chose que ma femme Marie et moi faisons et qui nous obsède tous les deux véritablement. Nous éminçons du chou, le pesons et ajoutons 2% de son poids en sel non iodé, soit 20 grammes par kilogramme de chou. Nous le malaxons jusqu'à ce qu'il commence à libérer du liquide, le tassons fermement dans un bocal à large ouverture et le laissons sous un petit sac Ziploc rempli de saumure pour que le chou reste submergé sous la surface. À température ambiante, autour de 65 à 72 degrés Fahrenheit, il commence à faire de légères bulles en 2 à 3 jours. Nous le goûtons à partir du 7e jour environ. Entre le 14e et le 21e jour, il est bien acidulé et fantastique. Nous en préparons une version avec des graines de carvi et des baies de genièvre qui est devenue un incontournable de la maison. Comment faire? Émincez ou hachez vos légumes, mélangez-y du sel à hauteur de 2% du poids, tassez fermement dans un bocal en verre propre ou un pot en grès et pressez les légumes vers le bas pour que la saumure remonte au-dessus d'eux. Lestez-les pour les maintenir submergés. Couvrez sans serrer pour laisser le gaz s'échapper. Le temps de fermentation varie selon la température. Les pièces plus fraîches produisent des fermentations plus lentes et plus complexes. Les légumes correctement fermentés se conservent des mois dans un endroit frais et plusieurs mois de plus au réfrigérateur. Le résultat est un aliment qui se conserve plus longtemps, qui a un goût plus profond et qui est véritablement meilleur pour la santé que ce avec quoi vous avez commencé. Le miel est l'un des conservateurs les plus anciens auxquels les humains aient jamais fait confiance. Et les anciens registres de conservation y reviennent sans cesse. Non pas parce qu'il a bon goût, mais parce qu'à une concentration suffisamment élevée, il est véritablement hostile à la détérioration. Le miel a une faible activité de l'eau, des composés antimicrobiens naturels et un pH bas. Les fruits conservés dans le miel n'étaient pas seulement un dessert. C'était une méthode pour emprisonner une récolte dans quelque chose qui pourrait survivre à la saison. La version rapide, choisissez des fruits sains et sans défaut. Les fruits à noyaux, les baies et les figues fonctionnent tous bien et tassez-les dans un bocal propre. Versez du miel cru et non chauffé sur eux jusqu'à ce que chaque morceau soit entièrement recouvert avec au moins un demi-pouce de miel au-dessus de la couche supérieure. Scellez-le et laissez reposer. Au cours des semaines suivantes, les fruits libèrent un peu d'humidité dans le miel et le miel pénètre lentement dans les fruits, les ramollissant et les parfumant.
La durée de conservation exacte dépend de la teneur en humidité des fruits que vous utilisez. Les fruits à forte teneur en humidité comme les fraises raccourciront cette fenêtre. Pour les fruits à plus faible teneur en humidité bien tassés dans du miel cru, vous pouvez espérer des mois de conservation à température ambiante dans un garde-manger frais et sombre. Ce que le miel faisait il y a des siècles est le même travail que le sucre raffiné a repris plus tard. Il transformait une courte saison de fruits en quelque chose qui pouvait durer. Cirer du fromage semble civilisé, comme mettre une veste appropriée sur quelque chose avant de l'envoyer dans le monde. L'idée est solide. Enrober un fromage à pâte dure pour le protéger de la moisissure et de la perte d'humidité, et le laisser vieillir en paix sans se dessécher, ni faire pousser une forêt à l'extérieur. Mon oncle Bernard cire ses propres meules de cheddar, vieillis depuis des années dans sa cave. Il achète la cire en bloc, la fait fondre à environ 225 degrés F, 107 degrés C, et trempe ses meules 2 fois, en laissant la première couche durcir avant d'ajouter la seconde. Il a mangé du fromage qu'il avait ciré 18 mois auparavant et dit qu'il est meilleur que le jour où il l'a acheté. Cet homme se trompe rarement sur le fromage. La méthode. Commencez uniquement avec des fromages à pâte dure appropriée. Pensez au cheddar vieilli, au gouda, à l'edam, au manchego. Séchez la surface en tapotant. Faites fondre de la cire à fromage de qualité alimentaire à environ 225 degrés F et appliquez-la avec un pinceau en poêle naturel ou par trempage, en couvrant toute la surface sans laisser d'espace. 2 couches valent mieux qu'une. Conservez la meule cirée dans une cave fraîche et sombre entre 50 et 55 degrés F, 10 à 13 degrés C, en la retournant toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour éviter que l'humidité ne s'accumule. Fait correctement, cela peut prolonger la durée de vieillissement du fromage d'1 an ou plus. La mise en garde essentielle est la suivante. Ne supposez pas qu'un fromage de supermarché devient stable à température ambiante simplement parce que vous l'avez recouvert de cire. Les fromages commerciaux modernes sont conçus pour la réfrigération. Cette méthode ne fonctionne que lorsque le fromage lui-même a été fabriqué pour cela. Cette tradition est tout simplement magnifique. Vous superposez des fruits d'été dans un grand pot en grès avec du sucre et des spiritueux forts. Du rhum traditionnellement, bien que le brandy fonctionne à merveille, et vous laissez le temps et l'alcool faire le lent travail de conservation. Vous n'essayez pas de garder le goût frais des fruits. Vous essayez de capturer l'abondance et de la transformer en quelque chose de meilleur. La méthode. Commencez avec les premiers fruits mûrs de l'été, fraises, cerises, abricots, et disposez-les en couches dans un grand pot en grès ou un bocal en verre avec un poids égal de sucre blanc. Versez suffisamment de rhum avec au moins 54% d'alcool sur le dessus pour tout recouvrir entièrement. À partir de là, chaque fois qu'un nouveau fruit arrive en saison pendant l'été, vous l'ajoutez framboise, pêche, prune, figue, toujours avec un poids égal de sucre et suffisamment de rhum supplémentaire pour que tout reste submergé. La règle essentielle est une couverture totale à tout moment. Tout fruit qui flotte à la surface et entre en contact avec l'air va tourner. Maintenez-les immergés avec un poids. Après l'ajout du dernier fruit, scellez le pot et laissez-le mûrir pendant au moins 6 semaines avant de l'ouvrir. Ce que vous obtenez, ce sont des fruits qui ont échangé leur fraîcheur contre quelque chose de plus riche, de plus profond, de plus sombre et de véritablement extraordinaire sur un dessert ou mélangé à de la crème fouettée en décembre. Une cabane de source, Springhouse, est l'une des technologies alimentaires les plus élégantes jamais construites. Non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle transforme la géographie en réfrigération. Construisez une petite structure au-dessus d'une source froide ou le long d'une eau courante. Gardez-la à l'ombre et avec des murs épais, et vous obtenez une pièce naturellement fraîche sans compresseur, sans prise de courant ni facture. L'eau courante froide maintient une température remarquablement constante tout au long de l'année. Dans une cabane de source correctement construite, ce froid s'écoule par des canaux ou se trouve sous un plancher à lattes, maintenant l'air dans les étagères en pierre ou en bois au-dessus à des températures qui feraient la fierté d'un réfrigérateur moderne. Historiquement, elles étaient utilisées pour le beurre, le lait, la crème, le fromage, les pots de cornichons et d'aliments fermentés, ainsi que les produits frais. Il n'y a pas de recette ici car ce n'est pas une méthode en bocal, c'est de l'architecture. Mais le principe est simple et brillant. Si vous avez de l'eau courante froide,
vous avez le moteur de la réfrigération. Tout le reste n'est que de la construction autour. Et le voici, le plus important. Le système de conservation le plus vaste, le plus fondamental et le plus fiable de cette liste. Et il mérite la première place car il n'a jamais été une simple astuce. C'était une philosophie de stockage complète. La cave à légumes, root cellaring, signifie un stockage sombre, frais, humide et ventilé, conçu spécifiquement autour des besoins biologiques réels des cultures que vous stockez. Il n'y a pas de solution universelle. La cave à légumes est le contraire d'un réfrigérateur. Elle ne refroidit pas tout à 38 degrés F, 3 degrés C pour s'en contenter. Elle crée des zones et des conditions qui correspondent à ce dont chaque culture a réellement besoin pour rester en vie et en dormance tout au long de l'hiver. La méthode. Trier la récolte impitoyablement. Seuls les produits parfaits y entrent, car une seule pomme de terre pourrie ruinera vraiment le reste. Ensuite, stocker les bonnes cultures dans les bonnes conditions. Les légumes racines comme les carottes, les betteraves, les panais et les navets ont besoin de froid et d'une très forte humidité, idéalement de 90 à 95%. Stockez-les dans du sable ou de la sure humide pour maintenir cette humidité. Les pommes de terre ont besoin du même froid et de la même humidité, mais nécessitent une obscurité totale pour éviter de verdir. Le chou, les pommes et les poires ont besoin de froid et d'une forte humidité, mais doivent être séparés les uns des autres et des racines à forte odeur. Les oignons, l'ail et les courges d'hiver ont besoin de fraîcheur et de sécheresse, le contraire des racines. Une bonne cave à légumes fonctionne entre 32 et 40 degrés F, 0 à 4 degrés C. Et si c'est bien fait, elle conserve les pommes de terre pendant 5 à 8 mois, les carottes pendant 4 à 6 mois, le chou pendant 3 à 5 mois, et les pommes pendant 2 à 5 mois, selon la variété. C'est un stockage alimenté par la terre. Le réfrigérateur souterrain qui existait avant que l'industrie des réfrigérateurs ne nous convainque que le froid devait être accompagné d'un cordon d'alimentation. Cela fonctionnait à l'époque. Là où les gens l'utilisent encore aujourd'hui, cela fonctionne toujours. Voilà la liste complète. 20 méthodes qui ont nourri des générations avant que quiconque ne pense à leur vendre une facture d'électricité mensuelle. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si ces anciennes stratégies de survie ont changé votre façon de voir le garde-manger moderne, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. La prochaine chambre forte de connaissances oubliées sera bientôt ouverte.